1er mai 1982, l'océan Atlantique Sud. Le ciel est d'un violet meurtri, s'étendant à l'infini au-dessus des eaux grises et glaciales du détroit des Falklands. À l'intérieur du cockpit d'un intercepteur Mirage 3 de fabrication française, l'air est raréfié et sent l'oxygène recyclé et la sueur nerveuse. Le pilote, un lieutenant de l'armée de l'air argentine, vérifie son tableau de bord. Son rythme cardiaque s'accélère, battant au rythme du vrombissement du moteur Attar 9C qui hurle derrière lui. Il chasse sur son radar. Un point apparaît. Il est lent, presque léthargique. Les renseignements suggèrent qu'il s'agit d'un Sea Harrier britannique. Le pilote argentin resserre sa prise sur le manche. Dans les salles de briefing de la base aérienne de Rio Grande, les commandants avaient été confiants. Ils avaient ri du Harrier. Ils l'appelaient un jouet. C'était un avion à décollage vertical, une curiosité subsonique, conçue pour les meetings aériens et les décollages verticaux, pas pour les mathématiques brutales et énergétiques d'un combat aérien. Face au mirage supersonique à aile delta, capable d'atteindre Mach 2, le Harrier ne devait être qu'une cible facile. Le lieutenant pousse sa manette des gaz vers l'avant. Le Mirage accélère, déchirant la limite du mur du son. Il a l'avantage énergétique, il a l'altitude. Il plonge, alignant la silhouette trapue du jet britannique dans son viseur. La géométrie d'engagement est parfaite. Il arrive vite par le secteur arrière, la zone de mise à mort classique de la guerre aérienne. Il attend la tonalité de son missile à guidage thermique. Le pilote britannique n'est pas conscient de sa présence. Il doit l'être. Personne ne vole aussi droit quand un prédateur approche à 700 nœuds. Puis l'impossible se produit. La physique, telle que le pilote argentin la comprend, cesse de s'appliquer. Le jet britannique ne vire pas brusquement à gauche ou à droite pour esquiver, il ne plonge pas, il ne monte pas, il s'arrête simplement. En un clin d'œil, le Harrier décélère comme s'il avait heurté un mur de briques invisibles au milieu du ciel. Le pilote argentin halète, son cerveau luttant pour traiter les données visuelles. Son Mirage voyage à une vitesse quasi supersonique. Il s'attend à ce que la cible reste devant lui. Mais la cible est soudainement effectivement stationnaire. Le Mirage passe en trombe devant le jet britannique dans un flou de métal gris. Le chasseur est instantanément devenu la proie. Le pilote argentin tire frénétiquement sur le manche, essayant de perdre de la vitesse, essayant de faire demi-tour avec son lourd chasseur à aile delta, mais il est trop tard. La géométrie s'est inversée. Le jouet est maintenant directement derrière lui. La dernière chose que le lieutenant entend est le grondement aigu et terrifiant d'un missile Sidewinder se verrouillant sur son panache d'échappement. Les parasites envahissent les canaux radio. Au centre de commandement sur le continent, le silence est assourdissant. Ils fixent les écrans radars. 1 minute, leurs intercepteurs étaient à l'offensive, se rapprochant pour des éliminations faciles. L'instant d'après, les points avaient disparu. Les rapports commencent à affluer des ailiers survivants. Des voix craquant de panique et d'incrédulité. Ils ne parlent pas de brouillage radar britannique ou de nouveaux missiles sol-air. Ils parlent de fantômes. Ils rapportent que les avions britanniques défient les lois de l'aérodynamique. « Il n'a pas viré, mon colonel !» Un pilote bégait sur le canal crypté, sa voix tremblante. « Il s'est arrêté. Je le jure sur ma vie, la machine s'est juste arrêtée en plein vol. » Les commandants argentins échangent des regards inquiets. Ils mènent une guerre pour les îles Falkland, un territoire qu'ils revendiquent sous le nom de Malvinas. Ils utilisent une technologie française éprouvée et des avions américains A4 Skyhawk. Ils savent comment les avions volent. Les avions dépendent de la portance et de la poussée. Si vous cessez d'avancer à 20 000 pieds, vous décrochez, vous tombez, vous mourrez. Mais les Britanniques ne tombent pas, ils tuent. Si vous aimez démêler les mécanismes cachés des conflits les plus meurtriers de l'histoire, assurez-vous d'être abonné à Cold War Impact. Nous enquêtons sur la technologie et les tactiques qui ont défini le XXe siècle. Maintenant, revenons au mystère de l'Atlantique Sud. Le soir du 1er mai, l'atmosphère aux messes des officiers argentins est passée de la ferveur nationaliste à une terreur froide. Les pilotes rassemblés autour des tables ne sont pas des novices. Ce sont des hommes formés aux doctrines de combat françaises et américaines. Ils connaissent les capacités du MiG-21 piloté par les soviétiques. Ils connaissent la vitesse du F-4 Phantom. Ils comprennent l'échiquier du ciel. Mais ils ne peuvent pas comprendre ce qu'ils ont vu aujourd'hui. Un officier supérieur dépose une carte des îles sur la table, maintenant les coins avec de lourdes douilles en laiton.
Il regarde ses hommes. « Nous devons comprendre ce qui s'est passé là-haut, dit-il, la voix basse. Nous avons perdu 2 Mirage et 1 Canberra aujourd'hui. Les Sea Harriers britanniques sont lents, ils sont lourds. Ils ne devraient pas être capables de surpasser en manœuvrabilité un intercepteur supersonique. » L'un des survivants de l'escarmouche du matin se penche en avant, ses mains tremblant encore légèrement. « Ce n'était pas une manœuvre, mon colonel. C'était un tour de magie. J'étais sur sa queue, j'avais la tonalité. Et puis il a flotté. Il a levé le nez et l'avion est juste resté suspendu là. Je l'ai dépassé d'1 kilomètre avant de pouvoir cligner des yeux. » La salle devient silencieuse. Le colonel allume une cigarette, la fumée s'enroulant vers les lumières tamisées. Les implications sont terrifiantes. Si les Britanniques ont une arme ou une technique qui leur permet d'annuler l'avantage de la vitesse, toute la stratégie argentine est défaillante. Leur plan repose sur des tactiques de frappe éclair, arrivant bas et vite, larguant des bombes sur la flotte britannique, et s'échappant avant que l'ennemi puisse réagir. Mais si l'ennemi peut manipuler le temps et l'espace dans un combat aérien, il n'y a pas d'échappatoire. Les officiers de renseignement commencent à chercher frénétiquement des réponses. Ils sortent les manuels sur le Harrier, spécifiquement les capacités de décollage vertical. Ils savent qu'il peut décoller verticalement depuis le pont d'un porte-avions. C'est un fait connu. Il utilise la vectorisation de poussée pour décoller du sol. Mais les manuels disent que c'est une procédure de décollage et d'atterrissage. C'est strictement interdit en vol vers l'avant. La contrainte sur la cellule serait catastrophique. Le moteur s'étoufferait, le pilote perdrait le contrôle. Ils font autre chose, marmonne le colonel, fixant la carte. Les Américains sont-ils impliqués ? Est-ce un nouveau système, un nouvel ordinateur ? Des rumeurs commencent à circuler dans les casernes. Certains disent que les Américains ont fourni aux Britanniques un système de brouillage radar classifié qui crée des hallucinations sur l'affichage tête haute. D'autres murmurent que les pilotes de Harrier sont drogués, des maniaques suicidaires poussant leur machine au-delà du point de rupture. Mais la réalité est bien plus préoccupante que les rumeurs. L'armée de l'air argentine fait face à une anomalie technologique. Ils pilotent des jets des années 60 et 70 contre une machine qui semble opérer dans une dimension différente de la physique. Alors que le soleil se couche sur l'Atlantique glacial, les pilotes argentins réalisent quelque chose de glaçant. Ils ne combattent pas seulement la force opérationnelle britannique, ils combattent un mystère. Et jusqu'à ce qu'ils le résolvent, chaque fois qu'ils montent dans un cockpit, ils volent vers un piège. Le ciel s'est retourné contre eux. Mi-mai 1982, les eaux de San Carlos. Le conflit a évolué d'escarmouche en un véritable hachoir à viande. La force opérationnelle britannique est entrée dans le détroit et l'armée de l'air argentine a lancé tout ce qu'elle a pour arrêter le débarquement. Le ciel au-dessus des îles est maintenant l'espace aérien le plus dangereux sur Terre. Pour les pilotes argentins aux commandes des A4 Skyhawk et des Dagger de fabrication israélienne, la mission est suicidaire, mais nécessaire. Ils doivent voler incroyablement bas, parfois à 6 mètres au-dessus des vagues, pour éviter les missiles Sea Dart mortels des destroyers de la Royal Navy. Les embruns salés recouvrent littéralement leur pare-brise. Ils volent sur pure adrénaline et réflexe. Mais la vraie terreur ne vient pas des missiles des navires. Ce sont les formes sombres patrouillant dans les nuages au-dessus, les Sea Harriers. Le capitaine Roberto, un pilote vétéran de Dagger, mène une formation de 3 appareils dans l'allée des bombes. Sa respiration est saccadée. Les briefings de renseignement sont devenus des exercices de frustration. L'état-major ne peut toujours pas expliquer les événements du 1er mai. Ils ont analysé les images des caméras de bord des quelques avions qui sont revenus. Ils ont fait les calculs. Les mathématiques ne collent pas. « Gardez votre vitesse !» Roberto avertit ses ailiers. « Ne tournez pas avec eux. Si vous voyez un Harrier, éloignez-vous et fuyez. N'engagez pas le combat. » Cela va à l'encontre de tous les instincts d'un pilote de chasse. Le Dagger est un avion Mach 2. C'est un prédateur élancé à aile delta, conçu pour chasser les bombardiers et combattre d'autres jets supersoniques. Le Harrier est un avion subsonique, distinctement laid, qui ressemble plus à un insecte volant qu'à un chasseur. Le fuir semble lâche, cela semble mal, mais Roberto sait mieux. Il a vu les couchettes vides dans les casernes. Soudain, la radio crépite. « Bandits, 6 heures, ils plongent sur nous. » Roberto tourne la tête. 2 Harriers descendent du soleil. Leurs canons crachent le feu, l'embuscade est parfaite.
Les dagueurs larguent leur réservoir supplémentaire pour perdre du poids et virent brusquement à droite. L'engagement se transforme en une mêlée tourbillonnante et chaotique. Roberto repère un Harrier isolant son ailier. Le jet britannique se rapproche. Roberto réagit instantanément. Il tire son dagger dans une boucle serrée, avec l'intention de couper à travers le cercle et de cribler le Harrier de tirs de canon. Il a l'angle, il a la vitesse. Il arrive vite, s'attendant à ce que le Harrier vire horizontalement pour éviter le tir. Mais le Harrier ne vire pas. Pour la deuxième fois de la guerre, les lois de la physique semblent bugger. Alors que Roberto aligne son viseur, le jet britannique bondit soudainement vers le haut, pas dans une montée fluide, mais une translation verticale violente. C'est comme si une main géante avait saisi le fuselage et l'avait tiré 15 mètres tout droit vers le haut, alors que l'avion voyageait encore à 400 nœuds. La rafale d'obus de canon de Roberto passe sans dommage à travers l'air vide où se trouvait le Harrier une fraction de seconde auparavant. « Impossible », murmure-t-il. Le bond vertical soudain a forcé le Harrier à perdre rapidement de la vitesse, faisant dépasser Roberto. Il passe juste en dessous du jet britannique. En regardant vers le haut à travers sa verrière, il voit quelque chose qui lui glace le sang. De la fumée jaillit des côtés du Harrier. Normalement, l'échappement du jet sort par l'arrière. Il pousse l'avion vers l'avant. Mais Roberto voit d'épais panaches d'échappement sombre éruptant de tuyères sous les emplantures d'ailes, pointant vers le bas et vers l'avant. Le Harrier ne vole pas simplement, il griffe l'air lui-même. Avant que Roberto puisse se remettre de son choc, le nez du Harrier bascule. Il est maintenant au-dessus et derrière lui. Le chasseur est devenu le chassé en l'espace de 3 secondes. L'avertisseur de menace dans le cockpit de Roberto hurle un verrouillage missile. Il vire brusquement, plongeant vers le sol, tirant tellement de jets que sa vision devient grise. Il échappe de justesse à la traînée blanche d'un Sidewinder, manquant sa queue de quelques mètres. De retour à la base aérienne de Rio Grande, le débriefing est chaotique. Les pilotes sont en colère. Ils claquent leurs casques sur les tables. « Il a sauté !» crie un pilote, utilisant ses mains pour mimer le mouvement. « J'étais sur ses 6 heures. Je l'avais en plein dans le mille, et puis il a juste bondi au-dessus de moi. » Un avion à voilure fixe ne peut pas faire ça. Les officiers de renseignement sont déconcertés. Ils savent que le Harrier a des tuyères rotatives pour l'atterrissage vertical. On les appelle les tuyères froides et chaudes du moteur Pegasus. Mais chaque manuel, chaque rapport technique des Soviétiques et des Français stipule que ces tuyères sont pour le vol stationnaire. Si vous les faites pivoter en vol vers l'avant, le flux d'air devrait arracher les ailes. Le moteur devrait subir un pompage compresseur. L'avion devrait dégringoler du ciel. Un observateur soviétique attaché officieusement à l'unité de renseignement pour surveiller les capacités de l'OTAN écoute attentivement. Il écrit furieusement dans un carnet. L'Union soviétique a son propre avion ADAV à décollage et atterrissage verticaux, le Yak-38. Mais le Yak-38 est une bête maladroite. Il peut à peine soulever son propre poids, encore moins combattre. Les pilotes le détestent. Il ne peut pas vectoriser la poussée dans un combat aérien. Les soviétiques avaient supposé que le Harrier britannique était similaire, un gadget, une curiosité navale. Mais les rapports des Falklands dressent un tableau différent. Les Britanniques atteignent un ratio de victoire qui défie la logique. Ils abattent des intercepteurs Mach 2 avec des jets subsoniques. Ils gagnent des combats tournoyants qu'ils devraient perdre. Ils échappent à des verrouillages qui devraient être mortels. Le mystère s'approfondit quand une photographie floue prise par un observateur terrestre argentin est développée. Elle montre un Sea Harrier en combat. L'image est granuleuse, mais un détail ressort. Les panaches d'échappement ne s'écoulent pas tout droit vers l'arrière, ils sont inclinés vers le bas. Est-ce qu'ils cassent leurs propres avions ? Demande un ingénieur argentin fixant la photo sous une loupe. Est-ce qu'ils forcent les tuyères vers le bas pour créer de la traînée ? C'est de la folie. La contrainte structurelle. Les pilotes se moquent de la contrainte structurelle, ils se soucient de la survie. Une pourriture psychologique commence à s'installer. Ils commencent à appeler le Harrier la mort noire. Ils ont l'impression de combattre un sorcier, pas un soldat. Le cœur du mystère est celui-ci. Comment un pilote peut-il contrôler un avion qui est effectivement en train de s'écraser vers le haut ? Dans un jet standard, si vous perdez de la vitesse, vous perdez vos surfaces de contrôle. Vos ailerons et gouvernes de profondeur deviennent mous. Vous ne pouvez pas diriger.
mais les pilotes britanniques semblent conserver un contrôle parfait, même quand ils sont suspendus dans les airs à vitesse nulle. Il manque une pièce du puzzle. Ils regardent le arrière comme un avion. Ils le jugent selon les règles de l'aérodynamique qu'ils ont apprises à l'école de pilotage. Ils ne réalisent pas que les Britanniques ne volent pas uniquement selon l'aérodynamique. Ils volent sur des piliers de puissance brute. Alors que mai se fonde en juin, l'armée de l'air argentine est saignée à blanc. Ils ont perdu des dizaines d'avions Mirage et Skyhawk. Les pilotes sont épuisés. Ce sont des hommes courageux, sans doute parmi les aviateurs les plus habiles au monde pour voler dans de telles conditions. Mais le courage ne peut pas calculer l'impossible. Chaque fois qu'ils engagent le combat, ils attendent la danse du Harrier. Ils attendent ce moment terrifiant où le jet ennemi défie l'inertie. Et ils savent qu'une fois que la danse commence, ils sont déjà morts. Le commandement a besoin d'une réponse. Ils ont besoin de savoir si c'est une arme secrète, un nouveau moteur ou une tactique qu'ils peuvent contrer. Parce que s'ils ne trouvent pas la solution bientôt, il n'y aura plus d'armée de l'air pour défendre les îles. Début juin 1982, une planque discrète à Buenos Aires. Pendant que les pilotes mouraient dans les cieux glacés au-dessus des Falklands, un autre type de guerre se menait dans une pièce enfumée de la capitale. Un attaché naval soviétique, techniquement un diplomate, mais en réalité un officier de renseignement du GRU, fixait une pile de rapports classifiés fournis par ses homologues argentins. Les soviétiques étaient terrifiés. Pendant des décennies, la doctrine aérienne soviétique avait été construite sur la vitesse et l'énergie. Le MiG-21, le MiG-23 et le terrifiant MiG-25 Foxbat. Ils étaient tous conçus pour aller vite, tirer et partir. C'étaient des flèches. Ils croyaient qu'à l'ère des missiles, la manœuvrabilité était morte. Si vous étiez lent, vous étiez mort. Mais les rapports sur la table décrivaient un fantôme qui tuait les flèches. L'officier russe prit une transcription d'un débriefing de pilote. Le pilote décrivait un arrière engagé dans une manœuvre de ciseaux, un mouvement défensif classique où deux avions tissent des allers-retours pour forcer l'autre à dépasser. Habituellement, l'avion avec la charge à l'air la plus faible gagne. Mais le arrière avait fait quelque chose qui défiait la logique aérodynamique. À l'apex du virage, quand le arrière aurait dû lutter pour la portance, son nez n'avait pas simplement dérivé à travers l'horizon, il avait pivoté brusquement. La transcription disait « La cible a pivoté, elle n'a pas incliné et tiré, elle a simplement tourné sur son axe central comme une tourelle de char. Elle a tourné un coin dans le ciel, elle a fait un virage carré. » Le Russe laissa tomber le papier. Un virage carré. Les avions à voilure fixe tournent en arc. Le rayon du virage est dicté par la vitesse et la force G. Tourner de 90 degrés instantanément est physiquement impossible pour une cellule conventionnelle. Cela nécessiterait que l'avion découple complètement son cap de son vecteur de vitesse. Si les Britanniques avaient maîtrisé cela, chaque avion de chasse soviétique actuellement en production était obsolète. De retour sur le théâtre des opérations, les pilotes argentins commençaient à soupçonner la vérité. Mais le savoir ne les sauvait pas. Ils étaient piégés dans une cage psychologique. Ils savaient que s'ils entraient dans un combat au couteau dans une cabine téléphonique, un combat rapproché, le arrière possédait un avantage invisible. Le major Carlos, un chef d'escadron pour l'unité Mirage, décida de tester une théorie dangereuse. Il croyait que la magie avait une limite. Elle devait être liée au moteur. Si le arrière utilisait son moteur pour se maintenir en l'air, il devait brûler du carburant à un rythme catastrophique. Il devait générer une chaleur massive. Son plan était de forcer le arrière à monter haut. Là-haut où l'air était rare, là-haut où le moteur non post-combustion du arrière allaiterait pour de l'air, et le Mirage à aile delta régnerait en maître. Le 8 juin, Carlos eut sa chance. Il repéra un scie arrière solitaire patrouillant à 20 000 pieds. C'était haut pour eux. Habituellement, il rasait les vagues. Carlos fit signe à son ailier de rester bas et monta rapidement, engageant sa post-combustion. Le Mirage hurla vers le haut, perçant la couche de nuages, une flèche d'argent contre le zénith bleu foncé. Il plongea sur le arrière par le dessus. Le pilote britannique rompit sec, tournant vers l'attaque. Carlos sourit derrière son masque à oxygène. « Bien, pensa-t-il, tourne, épuise ton énergie. » Les deux jets entrèrent dans une descente en spirale. Le Mirage était plus rapide, mais le arrière était plus serré. Carlos maintint la pression,
refusant de laisser le pilote britannique se désengager. Il surveillait son indicateur de vitesse. Il ralentissait. 300 nœuds, 250 nœuds. C'était la zone de danger pour un jet à aile delta. Sans vitesse, le Mirage devenait une brique qui tombe. Mais pour le arrière, Carlos s'attendait à la même chose. Il attendait que les ailes britanniques vacillent, que le nez tombe, indiquant un décrochage. Une fois le arrière décroché, Carlos utiliserait sa puissance moteur supérieure pour boucler par-dessus et le tuer. 200 nœuds. Le bruit du vent tomba à un murmure. « Décroche, bon sang !» siffla Carlos. Mais le arrière ne décrocha pas. Au lieu de cela, l'avion britannique fit l'impensable. Avec à peine une vitesse d'avancement, le nez du arrière cabra soudainement violemment, pointant presque 90 degrés droit vers le ciel. Il resta là, suspendu sur un pilier de feu invisible. Les yeux de Carlos s'écarquillèrent. Le arrière ne volait plus sur ses ailes, il s'équilibrait sur sa poussée. Le Mirage, incapable d'égaler cet angle d'attaque impossible à une vitesse si basse, glissa impuissamment devant le arrière. Carlos était tombé dans le piège. Il avait essayé de forcer un combat d'énergie, mais il avait oublié que son adversaire pouvait générer de la portance sans vitesse. Alors que le Mirage dérivait devant, le arrière pivota simplement son nez vers le bas. C'était un mouvement de précision mécanique, pas de flux aérodynamique. Le pilote britannique regardait maintenant dans le cockpit de Carlos depuis une distance de moins de 300 mètres. Le virage carré n'était pas juste un virage, c'était un découplage complet entre où l'avion allait et où l'avion pointait. Le arrière voyageait encore horizontalement, mais son nez et ses canons pointaient où le pilote voulait. Carlos poussa sa manette des gaz en avant, désespéré que la puissance brute de sa post-combustion le sauve. Le moteur Attar rugit, lui donnant un coup dans le dos. Il plongea, tournoyant, priant pour de la vitesse. « Lancement de missile !» hurla son ailier à la radio. Carlos regarda en arrière. Un Sidewinder AIM-9L serpentait vers lui. Mais ce n'était pas juste le missile qui le terrifiait, c'était la vue du arrière. Il était toujours suspendu là, il n'avait pas décroché, il n'avait pas vrillé. Il avait simplement pivoté, tiré et reprenait maintenant tranquillement son vol. Le missile toucha la queue du Mirage. L'explosion déchiqueta le gouvernail. Carlos s'éjecta quelques secondes avant que sa machine ne se désintègre en une boule de feu au-dessus des eaux agitées de l'Atlantique. Descendant sous son parachute, regardant les débris en flammes de son chasseur supersonique toucher l'eau, Carlos comprit enfin le retournement. Il ne combattait pas un avion. Il combattait un hélicoptère déguisé en jet. Les Britanniques n'utilisaient pas seulement les tuyères pour le décollage et l'atterrissage. Ils les utilisaient en combat. Ils orientaient la poussée en vol vers l'avant pour changer la forme de la bataille. La crainte des observateurs soviétiques était confirmée. Les Britanniques avaient déverrouillé une nouvelle dimension de la guerre aérienne. Ils avaient pris les axes X et Y d'un combat aérien et ajouté un axe Z qu'eux seuls pouvaient contrôler. Mais il y avait une dernière pièce terrifiante du puzzle. La manœuvre était incroyablement risquée. Le manuel disait qu'elle ne devait pas être faite. Le fabricant du moteur disait qu'elle détruirait les aubes de turbines. Alors, comment les pilotes britanniques le faisaient-ils sans tomber du ciel ? La réponse résidait dans un petit levier interdit dans le cockpit et une tactique qui serait inscrite dans les livres d'histoire, non pas comme une manœuvre, mais comme une légende. Le secret n'était pas un ordinateur, ce n'était pas un propulseur caché, ce n'était pas un dispositif de brouillage classifié. Le secret était une technique que les pilotes britanniques appelaient par un acronyme étrange, presque comique, VIF, vectorisation en vol vers l'avant. Pour comprendre pourquoi cela terrifiait l'armée de l'air argentine et déconcertait les observateurs soviétiques, il faut comprendre la machine. Le scie arrière était propulsé par le moteur Rolls-Royce Pegasus. C'était un chef-d'œuvre d'ingénierie, un moteur turboréacteur à double flux avec une différence critique. Il ne projetait pas simplement les gaz d'échappement par l'arrière, il canalisait la poussée à travers 4 tuyères rotatives. 2 tuyères froides à l'avant, alimentées par l'air de dérivation, et 2 tuyères chaudes à l'arrière, alimentées par les gaz d'échappement du réacteur. Dans le cockpit, à côté de la manette des gaz, il y avait un levier qu'aucun autre pilote de chasse au monde n'avait. C'était le levier des tuyères. Si vous le poussiez vers l'avant,
Les tuyères pointaient vers l'arrière et l'avion volait comme un jet normal. Si vous le tiriez vers l'arrière, les tuyères pivotaient de 98 degrés, pointant droit vers le bas et légèrement vers l'avant, permettant à l'avion de faire du vol stationnaire. Le manuel stipulait que ce système était pour le décollage et l'atterrissage. C'était pour la transition du vol stationnaire au vol. Mais les pilotes britanniques, entraînés dans la nécessité désespérée de la survie de la guerre froide, posèrent une question qui allait changer l'histoire. Que se passe-t-il si nous tirons le levier pendant que nous volons à 800 km/h ? La réponse était le Weifing. Et en 1982, au-dessus du détroit des Malouines, cette technique n'était pas juste une théorie, c'était l'arme principale. Reconstituons la manœuvre de freinage impossible qui hantait les pilotes argentins, en la décomposant image par image pour voir la violence pure de la physique impliquée. Phase 1. Le piège. Le pilote britannique aux commandes du Sea Harrier sait qu'il est plus lent que le Mirage 3 de fabrication française ou le Dagger de fabrication israélienne. Il ne peut pas les distancer, alors il les attire. Il laisse le pilote argentin se placer derrière lui. Il laisse le radar ennemi verrouillé. Il joue le rôle de la victime. Le pilote argentin, voyant l'avantage de vitesse, plonge pour tuer, poussant son intercepteur Mach 2 à la limite. Phase 2, l'action. Au moment critique, quand l'ennemi est à moins d'1,5 mile derrière, le pilote britannique tire brusquement le levier des tuyères vers l'arrière. En une fraction de seconde, les 4 tuyères massives sur le côté du fuselage pivotent de 0 degré pointant vers l'arrière à environ 40 ou 50 degrés pointant vers le bas. Phase 3, la physique de l'arrêt. C'est là que la magie opère. 2 choses se produisent instantanément. Premièrement, la poussée qui propulsait le Harrier vers l'avant le pousse soudainement vers le haut. Cela crée un pic massif et instantané de portance. L'avion ne monte pas simplement, il gonfle. Il jaillit vers le haut comme un bouchon maintenu sous l'eau et relâché. Deuxièmement, et plus important encore, la poussée vers l'avant a disparu. Mais l'avion a la forme d'une brique. La résistance de l'air, la traînée à 500 nœuds est immense. Sans le moteur poussant contre elle, le Harrier heurte un mur aérodynamique. Pour le pilote ennemi derrière lui, on dirait que le Harrier a freiné brutalement. Le taux de rapprochement, la vitesse à laquelle les 2 avions se déplacent l'un vers l'autre, explose. Le jet argentin fait 600 nœuds. Le Harrier fait soudainement effectivement 300. Phase 4, le dépassement. Le pilote argentin n'a pas le temps de réagir. Le temps de réaction humain est d'environ 0,2 secondes. Pendant ce temps, son jet a parcouru des centaines de pieds. Il ne peut pas s'arrêter. Il ne peut pas tourner assez serré. Il passe en hurlant devant le Harrier, souvent si près qu'il peut voir les rivets sur le fuselage britannique. Phase 5, le pivot maintenant. Le pilote du Harrier repousse le levier vers l'avant. Les tuyères pivotent vers l'arrière. Le moteur hurle. Le pilote britannique utilise la maniabilité incroyable à basse vitesse du Harrier pour pivoter le nez. Il est maintenant derrière l'ennemi. La géométrie du combat s'est inversée de 180 degrés en moins de 5 secondes. Phase 6, le Fox 2. Le pilote britannique déclenche le missile Sidewinder AIM-9. Le choc pour le monde n'était pas juste que l'avion pouvait le faire, c'était que les pilotes osaient le faire. Le Weifing était violent. Quand les tuyères pivotaient à grande vitesse, la force de décélération projetait le pilote en avant dans ses sangles avec un poids écrasant. La cellule gémissait sous le changement soudain de contrainte. Si le pilote se trompait dans ses calculs, s'il tirait le levier trop loin ou trop vite, le moteur pouvait subir un pompage du compresseur. Le flux d'air dans les entrées d'air serait perturbé, le moteur s'étoufferait et le jet lourd deviendrait une pierre qui tombe. Les Britanniques pariaient leur vie sur la stabilité de leur moteur, et le moteur Pegasus tenait. Les pilotes argentins n'étaient pas déconcertés parce qu'ils étaient incompétents, ils étaient déconcertés parce qu'ils combattaient un fantôme. Ils étaient entraînés à combattre des avions qui obéissaient aux lois de la quantité de mouvement. Un MiG-21 ou un F-4 Fantôme ne peut pas s'arrêter, il doit courber. Le Harrier bougeait comme un ovni. Les rapports des pilotes argentins survivants devinrent frénétiques. « C'est la mort noire », disait-il. « N'engagez pas le Harrier, il tourne sur 1 centime. » L'impact psychologique était dévastateur. L'armée de l'air argentine, qui avait commencé la guerre avec un moral élevé et des nombres supérieurs, commença à perdre son sang-froid.
Ils commencèrent à larguer leurs bombes trop tôt, ratant leur cible juste pour échapper aux zones de patrouille des Sea Harriers. Ils savaient que si un Harrier se plaçait derrière eux, ils étaient morts. Mais maintenant, ils savaient que s'ils se plaçaient derrière un Harrier, ils étaient sans doute en danger encore plus grand. Il n'y avait pas d'angle d'attaque sûr. Mais la révélation va plus loin. Ce n'étaient pas seulement les Britanniques qui regardaient. Les Américains et les Soviétiques analysaient chaque seconde de ces données. Pour les États-Unis, c'était une justification. Le corps des Marines américains avait adopté le Harrier, l'AV-8 à arrière, mais avait fait face au scepticisme des généraux traditionnels de l'Air Force qui préféraient les F-15 et F-16 rapides et élégants. Les Malouines prouvèrent que dans une vraie guerre sale à basse altitude, la vitesse n'était pas le facteur décisif. L'agilité l'était. La capacité de manipuler le vecteur de votre poussée était plus précieuse que Mach 2. Pour l'Union soviétique, c'était un désastre. Toute leur flotte d'intercepteurs était conçue pour tuer des bombardiers rapides volant à haute altitude. Ils n'avaient rien dans leur inventaire qui pouvait combattre un Harrier à basse altitude. Le Yak-38, leur tentative de jet à décollage vertical, était inutile en comparaison. Il ne pouvait pas vifer. Il avait des moteurs de sustentation séparés qui étaient du poids mort dans un combat. Le Harrier était un système unifié. Le mystère de l'avion qui s'arrête était résolu, mais la solution était plus terrifiante que le mystère. Les Britanniques avaient prouvé que l'ère du plus vite c'est mieux était terminée. L'ère de la super maniabilité avait commencé. Cette prise de conscience mena directement à la prochaine génération de guerre. Regardez le F-22 Raptor aujourd'hui. Regardez l'avion russe Su-57. Quelle est leur caractéristique distinctive ? La poussée vectorielle. Ils utilisent des tuyères mobiles pour tourner plus serré que l'aérodynamique ne devrait le permettre. Ils sont les enfants spirituels du Sea Harrier. Mais en 1982, au-dessus des eaux glacées de l'Atlantique Sud, les pilotes argentins ne se souciaient pas de l'avenir de l'aviation. Ils ne se souciaient que du cauchemar devant eux. Un engagement spécifique encapsule l'horreur. Un pilote argentin de Skyhawk, ayant miraculeusement survécu à une manœuvre de va-et-vient par un Harrier, retourna à la base. Il s'assit dans la salle de débriefing, fixant le mur. Quand on lui demanda de décrire le combat, il dit simplement « J'étais derrière lui, j'allais le tuer. » Et puis il s'est assis dans le ciel. Il s'est juste assis, et j'ai volé droit dans ses canons. Le choc retenu jusqu'à maintenant est celui-ci. Les Britanniques gagnèrent la guerre aérienne non pas parce qu'ils avaient des avions plus rapides, ou plus d'avions, ou un meilleur radar. Ils gagnèrent parce qu'ils transformèrent leur faiblesse, la basse vitesse, en leur plus grande arme. Ils utilisèrent la seule chose qu'un pilote de chasse supersonique craint, l'immobilité. Au moment où la guerre se termina le 14 juin 1982, les Sea Harriers avaient abattu plus de 20 avions ennemis en combat air-air. Le nombre de Sea Harriers perdus en combat air-air, 0. Pas un seul Harrier ne fut abattu par un avion argentin. L'avion joué, le jet à décollage vertical subsonique, avait réalisé un score parfait contre une opposition supersonique. Le mystère du jet qui freine avait été résolu dans le sang. Les pilotes argentins avaient été préparés pour un combat aérien.